Soyez les bienvenus dans votre émission Dimanche en politique. Il est à la tête de la métropole du Grand Paris depuis sa création en janvier 2016. Le maire Les Républicains de Rueil-Malmaison est notre invité ce dimanche. Bonjour Patrick Ollier. Bonjour. Nous recevons tout à l'heure pour un débat sur l'avenir de la métropole que vous présidez, le conseiller régional PS François Calfon. Avant de parler du Grand Paris, 2-3 questions d'actualité et une question d'ordre politique pour commencer. Vous co-présidez chez les Républicains la commission spéciale qui est chargée d'étudier le cas des LR constructifs et des membres LR du gouvernement. Faut-il les exclure ou pas? On n'a pas bien compris mardi soir le rétro-pédalage au sujet du cas du ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin, exclu dans un premier temps, et puis finalement ce sursis de 8 jours pour se défendre. Est-ce que c'est à vous qu'on doit ce rétro-pédalage? Vous auriez, selon le Figaro, menacé en bureau politique d'LR de, je cite, vous casser s'il y avait des exclusions ce fameux soir. Oui, ou dans le bureau politique, il y a des discussions un peu fortes, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit retransmis en direct au passage. C'est vrai mais que ça a été retranscrit dans la presse, du coup. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Vous avez été menaçant. C'est vrai que j'ai dit ça, non pas menaçant, mais juste par rapport aux procédures qu'on a mises en place. Voilà. Il est normal que nos collègues reçoivent les lettres qu'on leur a envoyées pour leur demander d'être reçus par nous, de les écouter, d'établir un dialogue, après de faire un rapport au bureau politique et décidera s'il faut les exclure ou pas. Ils avaient 8 jours, donc... Et j'ai donc dit que si on les excluait mardi, je me levais, je partais, parce que je trouvais ça inacceptable. Est-ce que certains ont répondu ? La lettre, ils l'ont reçue voilà, juste pendant le week-end. C'est début de semaine prochaine. Donc on verra lundi prochain qui aura répondu. Et s'ils n'ont pas répondu, le communiqué est clair, on considère qu'ils ont quitté le mouvement d'eux-mêmes. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait le terme d'exclusion, parce que ce n'est pas dans cette situation qu'on se trouve là. Voilà. Ils nous crachent dessus à longueur de temps, ça ne fera pleurer personne qu'on les met dehors. C'est Florence Portelli, qui est candidate à la présidence des LR, qui a dit ça à l'issue de ce bureau politique. Oui, mais vous lui répondez, il faut se méfier de ce que l'on dit. Et Florence Portelli est une personne qui fait un travail remarquable dans sa ville. Et c'est vrai qu'elle a la fougue de la jeunesse. Juste un petit mot sur Bruno. Et c'est vrai qu'il est difficilement supportable des fois d'entendre certaines attaques. Mais on a fixé des règles, écoutez et ensuite décidez. Écoutons d'abord, décidons après. Alors, autre sujet d'actualité plus local cette fois-ci, c'est le Grand Paris Express. Dans les Yvelines et dans le Val d'Oise, les élus sont inquiets. Ils craignent que les lignes 17 et 18 de ce super métro fassent les frais des dépassements des coûts. Un projet qui était estimé à 22 milliards à l'origine et qui est estimé maintenant à 35 milliards. Illustration dans le 78 avec Antoine Marguet et Pierre-Julien Kirs. À Guyancourt, voici les premiers travaux de la future gare de la ligne 18. Mais verra-t-elle un train un jour? C'est l'inquiétude des élus des Yvelines. Ils tirent le signal d'alarme. Selon eux, et faute d'argent, la ligne pourrait s'arrêter dans l'Essonne. Une ineptie, surtout quand on sait que Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les épreuves de vélo et de golf pour Paris 2024. Comment peut-on, devant la délégation du CIO, vendre la qualité de nos équipements sur Saint-Quentin, vendre aussi l'arrivée de la ligne 18 sur Saint-Quentin en 2024 ? Et que quelques semaines après, au moment où on annonce que la France a les JO, eh bien, on nous dit que la ligne 18 peut être remise en question. Nous, c'est inconcevable. La ligne 18, c'est le dernier des 8 nouveaux métros du Grand Paris Express. Elle devait relier Orly à Versailles, mais aujourd'hui, il faut trouver de l'argent pour ces travaux. Le gouvernement serait donc tenté de reporter la jonction vers Guyancourt et Versailles en 2030, 6 ans après les JO. Un scénario qualifié de rumeur infondée pour ce député En Marche. Il y a les Jeux Olympiques, je pense que personne ne comprendrait qu'on ait la gare en plein cœur des 3 villes, des Yvelines qui vont accueillir ces épreuves, entre Guyancourt, Montigny et Versailles, et que la gare arrive 4 ans après les Jeux Olympiques. Non, franchement, c'est pas sérieux. Mais la facture du Grand Paris Express a explosé. Pour ces 8 lignes de métro en 2010, elle était évaluée à 22 milliards d'euros. Désormais, son coût a grimpé à 35 milliards d'euros. Avec un tel surcoût, les ambitions pourraient être revues à la baisse pour le Grand Paris Express. Alors, rappelons que ce projet de grand métro est piloté par la Société du Grand Paris, non pas par la métropole du Grand Paris, mais vous avez forcément votre opinion sur ce projet. Depuis, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est venue rassurer ses élus. Mais ce ne sont que des mots pour ces élus. Est-ce que vous allez être vigilant à la réalisation en temps et en heure de cette ligne et dans son tracé complet? Moi, j'ai tendance à faire confiance à Mme Borne, que je connais bien. Et vous dites que ce ne sont que des mots,
Mais c'est les élus qui le disent. Ce sont les élus qui le disent. Mais ce sont que des mots que ceux qui ont dit que ça ne se ferait pas. Des mots contre des mots. C'est vrai qu'il y a une augmentation de coûts. Non, c'est vrai qu'il y a une augmentation de coûts. Pourquoi ? Parce que chacun a tiré la couverture à lui en demandant des rallongements, en demandant une gare supplémentaire, en demandant... Et c'est vrai que du côté de l'Est, mais aussi un peu de l'Ouest, nous avons été très, très demandeurs. Et c'est vrai qu'il y a des complications pour le forage des tunnels qui font que les coûts augmentent. Il faut louer ou acheter des tunneliers supplémentaires. Enfin bon, les justifications sont là pour les augmentations de coûts. Mais ce n'est pas ça qui doit mettre un terme à la mise en œuvre de ces lignes. Car ce que j'ai entendu, M. Laugier le disait à l'instant, il a raison. Moi, j'ai l'insigne des Jeux Olympiques parce que j'étais à Lima et je suis très heureux qu'on ait réussi à avoir les Jeux Olympiques pour Paris en 2024. Ce n'est pas à ce moment-là, alors qu'on a indiqué tous les moyens de transport dans les cahiers des charges des Jeux Olympiques, on ne peut pas changer. Nous avons les Jeux Olympiques, ces moyens de transport doivent être réalisés. Donc moi, aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. Ah, vous parliez de Lima, vous étiez justement à la délégation, vous l'avez dit, on va peut-être d'ailleurs voir les images de cette délégation qui apprend que la région capitale est officiellement organisatrice des JO en 2024. À charge pour la métropole de construire le centre aquatique de Saint-Denis sur la plaine Saunier. Et le projet est très attendu sur place. Le département manque en effet de piscines. On voit cela avec Mathieu Caillot et Emmanuel Oettinger. La Seine-Saint-Denis compte 2 fois moins de piscines par habitant que dans le reste de la France. Les équipements sont vieillissants, peu accessibles aux handicapés et inégalement répartis. Seuls 2 bassins de 50 mètres pour 1,5 million d'habitants. La candidature de Paris prévoit déjà la construction de 2 piscines olympiques en face du Stade de France et au bord du parc de la Courneuve. Si on peut avoir des piscines olympiques et des environnements encore plus adéquats pour pratiquer un sport, oui, ce sera agréable. Ouais. À l'entrée en 6e, près d'un enfant sur 2 ne sait toujours pas nager en Seine-Saint-Denis. Avant l'attribution des Jeux Olympiques, le département avait décidé un vaste plan de rattrapage. 40 millions d'euros pour rénover 17 piscines comme celle-ci et en construire 5 neuves. Les JO, ça peut être une opportunité pour accélérer ce mouvement. Mais si l'État met pas les moyens de compensation, de rattrapage aussi, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Des bassins flambant neufs, ce sera donc pour l'instant l'héritage le plus concret que laisseront les JO dans le nord-est du Grand Paris. Donc ce centre aquatique à construire, il y a aussi ce projet, ce grand projet dont on va parler après, Inventons la métropole du Grand Paris. Et puis il y a ce contexte budgétaire. Vous tablez pour 2018 sur 134 millions d'euros d'argent en moins. Vous allez manquer de 134 millions d'euros selon vos estimations pour préparer ce budget 2018. Est-ce qu'il y a des projets qui vont être revus ou pas ? Alors nous avons été entendus par le gouvernement, puisque dans le projet de loi qui a été déposé la semaine dernière, on rattrape déjà 93 millions sur ces 131. Donc ça chemine dans le bon sens. Donc il y a plus que la baisse des dotations étatiques qui est estimée à 41 millions d'euros. Oui, c'est ça. Ça chemine dans le bon sens. Pour en revenir aux Jeux Olympiques, oui, la ville de Paris a lancé sa candidature avant que la métropole n'existe. La métropole existe, je vous le rappelle, depuis 19 mois. C'est très frais. Oui, on a fait beaucoup de choses dans 19 mois, je voudrais bien y revenir. Et le problème est que nous avons été intégrés au GIP des JO ensuite, et avec Hidalgo, avec Mme Pécresse, Mme Hidalgo et moi-même, nous représentons les responsables des collectivités. Et effectivement, nous sommes derrière le mouvement sportif. Mais il faut que chacun fasse son travail. La région porte une subvention importante, la ville de Paris construit les équipements éphémères, etc. Parce que les équipements sont quasiment tous éphémères. La chance de ces JO, contrairement à ce que j'entends dire, c'est que nous n'avons pas à construire beaucoup de bâtiments ou d'équipements durables. Seule la piscine et le village. Aux habitants. Et le village des sportifs et puis des médias, qui seront ensuite transformés en appartements, donc vendus ou loués. Il n'y a pas de problème financier. Et la piscine, c'est la métropole qui doit construire. C'est environ, à peu ou prou, 110, 111 millions d'euros. Bien. Et ce que nous allons faire, c'est dans le cas d'une ZAC qui est prévue, construire ce bassin selon les architectures dont vous avez vu peut-être des éléments à la télévision à l'instant. Et à partir de là, ensuite, la métropole aura la responsabilité de la gestion. Et nous voulons faire en sorte de mettre en place des équipements qui permettront, après les JO, dans le cadre de l'héritage, de faire en sorte de gérer d'une manière rentable ce bassin, ce qui n'est pas forcément évident. Donc dès à présent, on travaille déjà à ça. Quelle échéance, la livraison de ce centre aquatique ? Pour 2024. Pour 2024, pas avant.
Avant, si les travaux peuvent se faire vite, 6 ou 8 mois avant, oui, bien sûr. Alors, on accélère un peu parce que le temps tourne malheureusement très vite. Le grand projet de la métropole, c'est ce concours d'architectes. Inventons la métropole du Grand Paris. Nous sommes dans la phase finale. Les 56 lauréats, puisque les chiffres ont été à peu près actualisés depuis peu, sur les 153 finalistes seront connus dans le courant du mois, le 18 octobre. Est-ce que c'est la ville de demain qu'on invente ? Oui, moi, j'ai voulu que la métropole puisse être lisible et crédible en l'espace de 20 mois, 19 mois. Et cette idée de concours a été un moment exceptionnel, puisque 112 villes ont répondu avec des sites. Ils nous ont proposé, on en a retenu 57, il y en a aujourd'hui que 56, et 420 dossiers ont été déposés d'aménageurs qui, avec des architectes, proposent un projet qu'ils financent. Bien, et nous avons 200 heures de jury en ce moment, et nous allons terminer le 18 octobre, j'espère que vous serez là, pour annoncer les 57 lauréats. Ce sont des projets, je ne peux pas parler, puisque nous sommes en jury, mais ce sont des projets d'une audace architecturale exceptionnelle. On parle de Smart City, donc de villes durables et intelligentes, de bâtiments bioclimatiques. Exactement. Et de l'audace architecturale. En quoi c'est un développement, c'est source de développement économique pour la région métropole? C'est 6 milliards 400 millions d'euros financés par ces 57 lauréats qui seront retenus le 18 octobre. En ce moment, c'est le levier de croissance le plus important de l'aire métropolitaine. C'est 1 point de PIB en plus pour l'aire métropolitaine, qui représente 25% du PIB français, je vous le rappelle. Et c'est 2 600 000 mètres carrés qui vont être construits. Par exemple, au Carrefour Pleyel, pleine commune, on va faire la plus grande gare d'Europe. Par exemple, à Villiers-sur-Marne, on va faire sur 11 hectares une petite ville. Je ne cite que ces 2 exemples, mais il y en a 54 autres à citer. Donc c'est exceptionnel, avec des architectes internationaux. Voilà, c'est un travail fabuleux et qui permettra de rendre cette métropole lisible, parce qu'il y aura des signes qui sortiront du sol et qui montreront au moins à ceux qui en doutent à quoi elle sert, parce que ça va être la création de valeur ajoutée et de la création d'emplois, et de la création de logements et d'activités économiques. Alors, la métropole du Grand Paris, en quelques chiffres, c'est un ensemble de 7,5 millions d'habitants à Paris, dans la petite couronne, et puis également quelques communes du 91 et du 95. Métropole qui est organisée sur... Oui, Patrick Ollier ? Non, vous avez raison. Oui. Organisée sur 2 niveaux, l'ensemble métropolitain et en son sein des territoires, les EPT, les établissements publics territoriaux, ils sont au nombre de 12. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être pris un peu en étau entre une région forte avec des pouvoirs importants, une ville capitale qui a un rôle politique également très important, et puis des territoires qui cherchent par tous les moyens à conserver un petit peu leurs prérogatives? C'est justement le but du changement, de faire en sorte d'être efficace. Parce qu'aujourd'hui, elle ne sert à rien, cette métropole, c'est Valérie Pécresse qui le dit. Je vous ai dit à quoi elle servait tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Je peux vous citer tous les exemples de ce qu'on a fait. Regardez le Vélib. Dire que, bon, voilà, non, mais là, vous me provoquez, je vais vous répondre. Le Vélib métropolitain, par exemple. Sans la métropole, Vélib serait consacré uniquement à Paris. Or, Paris, la métropole permet, grâce à 10 000 euros par station que l'on crée, vous avez financé une de permettre aux maires de financer ces stations. Et on finance 390 stations et on permet au Vélib de circuler dans toute l'aire métropolitaine. Voilà, etc., etc. Donc, elle est utile à l'intérêt public dans ses compétences. Le problème, c'est que c'est la phase 1 que nous terminons. Et M. Macron veut engager des débats pour engager la phase 2. Moi, j'y suis prêt, j'ai des propositions à faire. Alors, vous parlez... Alors, justement, c'est cette nouvelle métropole, le futur de la métropole... L'évolution de la métropole. Voilà, l'évolution. Comment est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'il faut supprimer les départements, comme certains le craignent? Est-ce qu'il faut supprimer ces fameux établissements publics territoriaux? Alors, vous avez commencé par dire qu'il y avait un problème avec la région. Il n'y a pas de problème avec la région. La métropole est une intercommunalité. Valérie Pécresse veut qu'on supprime cette métropole. Non, mais Valérie Pécresse, elle a le droit de demander ce qu'elle veut, mais je vous dis qu'il n'y a pas de problème avec la région. Est-ce qu'il y a un problème avec la région PACA pour la métropole de Nice et la métropole de Marseille? Il n'y en a pas. Ce sont des intercommunalités. Ce sont des maires qui sont élus au suffrage universel, qui se mettent ensemble pour gérer leur territoire. La région ne peut pas gérer le territoire des maires. Et à partir de là, la région, en revanche, doit aider les maires, doit aider les EPCI, les établissements de coopération intercommunale, que la métropole est, comme les 54 autres EPCI, établissements intercommunaux de la région Île-de-France. Donc nous sommes complémentaires, premièrement. Deuxièmement, vous parlez des EPT et des départements. Vous avez raison. Il y a forcément au moins un échelon de trop. Je crois que le président de la République a dit, en dessous de la région, qui doit rester la région, il faut qu'il n'y ait que deux échelons. Moi, ça me va. Donc, c'est-à-dire la métropole, la commune,
Donc on supprime ces établissements publics territoriaux. Je suis favorable à ce que les départements dans l'aire métropolitaine soient supprimés. Comme ça s'est fait à Paris. Le département de Paris a été fusionné avec la ville de Paris. Ça s'est fait déjà à Paris. C'est fait. Pourquoi ça ne se ferait pas en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine? Deuxièmement, ça s'est fait aussi à Lyon. Il y a quand même 2 cas où ça s'est fait. Parce que la métropole, c'est la zone dense. Et dans la zone dense, ce n'est pas la peine de multiplier les échelons de décision. S'il n'y a pas de métropole, il peut y avoir des départements et des territoires. Mais pour coordonner l'ensemble, il faut qu'il y ait même une unité, car la métropole, c'est une ville-monde qui s'organise pour l'attractivité du territoire, pour le développement économique, etc. À partir de là, supprimer les départements, j'entends dire ça, moi j'y suis favorable. Et les EPT, les territoires, il faut les garder. Il faut les garder pourquoi? Parce que ce sont des unités décentralisées de la métropole qui vont exercer le pouvoir de proximité. C'est-à-dire le couple en tant que relais de la métropole. Bien sûr. Donc on leur supprime toute fiscalité. Non, mais ils conduiront librement, ils organiseront, comme ils le font aujourd'hui d'ailleurs, librement. Mais aujourd'hui, ils ont encore des pouvoirs assez importants. Mais ils les auront demain de la même manière. Mais ils procéderont de la métropole. Alors, il y a justement, problème. Je ne veux pas les supprimer. Ce projet, il suscite quand même des oppositions. Emmanuel Macron, on en saura un peu plus lorsque Emmanuel Macron va se prononcer lors de la conférence territoriale sur le Grand Paris, prévue dorénavant début novembre. Et ce projet, je le disais, suscite nombre d'oppositions. Valérie Pécresse, elle plaide pour une région métropole. L'ensemble des 8 départements, des présidents des départements franciliens s'opposent à ce Big Bang territorial. Et puis, c'est également le cas de celui qui va venir s'opposer à vous sur ce sujet dans un instant, c'est le débat de ce dimanche en politique. Et votre contradicteur, eh bien, c'est le conseiller régional PS François Calfon. Bonjour. Vous êtes opposé donc au projet de réforme du Grand Paris tel qu'il se dessine, opposé en particulier à la suppression des échelons intermédiaires comme les départements. C'est à vous, vous pouvez interpeller. Écoutez, moi déjà, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. On n'a pas une seule fois parlé finalement des départements de la Grande Couronne. Et d'une certaine manière, moi, ça me choque pour la bonne raison que je ne crois pas à ce phénomène de métropolisation qui est seulement une vision pro-business, d'une certaine manière. On prend le PIB, on prend ce qui rapporte de la richesse et on ne fait pas la péréquation. Or, moi, je suis élu de Seine-et-Marne, je suis élu de Melun. Nous prenons le train tous les jours, les trains sont bondés, avec des gens qui sont des salariés, qui viennent travailler dans le cœur d'agglomération et qui ne peuvent pas s'y loger, par exemple. Eh bien, il y a un devoir de solidarité de la zone agglomérée, dense, celle qui produit de la richesse, à l'endroit des territoires périurbains. Je donne cet exemple-là pour les salariés, mais on pourrait donner bien d'autres exemples. Le Grand Paris va générer énormément de ce qu'on appelle les déchets de chantier. La Seine-et-Marne, à elle seule, prend la moitié des déchets de chantier. Est-ce que ça doit être le beau métro qui ne passe pas par chez nous, très peu, sauf à la station Descartes. Et puis, pour nous, les déchets, c'est-à-dire les poubelles du Grand Paris, ça n'est pas acceptable. Et donc, il y a une collectivité qui n'est pas celle des 7,5 millions, qui est celle des 11 millions, qui est la région qui assure, d'une certaine manière, à la fois cet espace de croissance, car il faut une région monde, il faut une région capitale, il faut de la compétitivité, et à la fois cet espace de solidarité. Je donne un autre exemple, celui de l'écologie, des circuits courts. On demande partout, et c'est une demande sociale que je pense vous soutenez, que par exemple dans les cantines scolaires, on puisse avoir du bio partout. Et on puisse avoir des circuits courts partout. Mais alors qu'est-ce qu'on fait si on a une vision de la zone agglomérée, celle que vous décrivez, celle que veut renforcer M. Macron, puisqu'il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer. Et puis, il y aurait comme ça, non pas une vision de développement durable où on produirait dans des circuits courts en Seine-et-Marne ou même dans les Yvelines, finalement, la nourriture, et que ça viendrait alimenter, comme si nous étions les soutiers finalement de la grande région capitale, nous viendrions alimenter la croissance francilienne. Tout cela n'a pas de sens. Alors je ne suis pas, puisque vous m'avez présenté comme une sorte de garant du système actuel, je ne suis pas favorable au système actuel. Par contre, vous plaidez pour une région métropole ? Je plaide pour une région métropole. Je vais même vous dire, puisque j'ai entendu les uns les autres parler, y compris Mme Pécresse, je vais aller un peu plus loin, parce qu'il y a des questions légitimes qui se posent dans celles que vous avez posées. Je ne crois pas que la métropole du Grand Paris soit l'ensemblier, y compris de la zone dense, pour la bonne et simple raison que vous êtes un tigre finalement de papier. Vous avez su nous citer les concours, c'est magnifique, c'est vu d'architecte, et le Vélib. Mais excusez-moi de vous dire que, par exemple, sur Autolib, le syndicat mixte Autolib, où la région siège, nous avons déployé plus de 50 stations Autolib, donc nous savons faire ce métier-là. La proposition que je formule, elle est toute simple, elle est de dire qu'il faut une assemblée régionale dont le mode de scrutin évoluerait. Évidemment qu'il y a un collège métropolitain, car il y a des sujets spécifiques. Vous les avez bien développés, et je ne conteste pas cela. Mais enfin, dire que demain, la métropole du Grand Paris va gérer des sujets aussi complexes
que le RSA, que les routes, qui sont des sujets compliqués, ça n'est pas suffisant. Donc 3 collèges au sein de la région, un collège métropolitain, un collège départemental et un collège d'élection directe du conseil régional. C'est-à-dire pour ne rien faire. Ah ben je ne crois pas, non, je dis tout le parce contraire. Parce que là, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui se substituerait au pouvoir des maires. Les maires sont élus avec leurs conseils municipaux pour gérer leur territoire. La région ne l'est pas. Et la région a combien de maires, la région 1000 plus d'un millier, puisque en Seine-et-Marne, 1282. nous en avons la moitié, avec plus de 500 maires. Je vous le dis, que vous excluez de votre 1282. Vous voyez ? Bien, on ne peut pas faire une assemblée de 1282 maires pour gérer les territoires municipaux. En revanche, ce que vous dites est exact sur le développement durable. On est en train de lancer une opération Mangeons sain en ce moment, justement, dans la métropole. Eh bien, il est bien évident que le système de coopération, le système de contrat, le système de pôle peut parfaitement permettre, à travers des conventions avec les départements limitrophes, d'avoir tous les avantages que vous dites sans aucun problème. C'est très facile à faire. Parce que là, vous parlez de l'effet de seuil. Parce que si on élargit la métropole, il y aura toujours un effet de seuil. Il y aura toujours quelqu'un au-delà de la région Île-de-France qui dira « mais moi, je veux y rentrer ». Non. Pardon, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a toujours l'effet de seuil. Le moyen de régler l'effet de seuil, c'est l'intelligence collective. Et c'est de créer des systèmes de contrats et de conventions qui peuvent permettre de bénéficier des avantages de la Seine-et-Marne, des avantages de tous les autres départements, sans aucun problème. Je ne comprends rien. Ça s'appelle de l'aménagement du territoire. Vous pouvez peut-être répondre sur la proximité. Et quand vous parlez d'une infrastructure, d'une technostructure de la métropole, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a 50 personnes. Excusez-moi. Si, je vous lis, vous l'avez écrit. Cette structure tentaculaire, 50 personnes. C'est ça, vous êtes un tigre de papier, c'est bien ce que je dis. Vous prétendez gérer la zone agglomérée. Non, mais laissez-moi parler. La zone agglomérée de 7,5 millions de personnes, moi je pense qu'on doit s'appuyer sur le bloc communal, contrairement à ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois les communes et à la fois des territoires. Est-ce que la métropole des maires, c'est pas le bloc communal, la métropole des maires? Non, vous venez vous additionner et vous voulez, un peu comme le coucou, récupérer ces compétences-là. Mais si vous voulez, les gens n'y comprennent rien. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous sommes contre, parce qu'il y a eu aux élections présidentielles et législatives, finalement, cette césure entre finalement la France métropolitaine et ses franges, et qui a généré une certaine forme de populisme. Nous sommes contre renvoyer finalement les départements de la Grande Couronne au destin de périphérie de la métropole. Alors oui, vous allez répondre justement. Et est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à intégrer les aéroports et le plateau de Saclay dans cette future métropole et priver ces départements? Ce que M. Calfan vient de dire est important. Je répète, la métropole, c'est la gestion des maires de la zone dense. Pardon. Ils n'ont pas cette vision-là. Ça s'appelle si vous parlez tout le temps, je peux... les 12 patrons d'intercommunalité ne sont pas clients pour être absorbés par vous-même. Hein. Ils ne sont pas absorbés, ils sont à l'intérieur. Si on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, c'est la gestion de la zone dense par les maires. La Seine-et-Marne, ce n'est pas la zone dense. Et vous parlez des départements de l'Île-de-France. Très bien. Je ne veux pas toucher au département de l'Île-de-France. Et dans des contrats de coopération avec les départements, dans des contrats de coopération avec les départements, on peut faire bénéficier ceux qui le veulent, les EPCI ou les départements, des compétences de la métropole. Mais il faut bien, parce que les gens il faut bien au niveau mondial que la France... c'est bien ce que j'ai entendu. Au niveau mondial, que la France, qui a une métropole de dimension mondiale, qui est la métropole du Grand Paris, soit identifiée. Il faut bien que la stratégie, que l'attractivité et que la mutualisation au niveau des communes, je ne parle pas de la région, au niveau des communes, se fasse par les maires dans un périmètre qui est déterminé. C'est ainsi que les choses seront bien gérées. Oui, alors juste pour bien comprendre, parce qu'il y a un élément de débat très intéressant, nous ne sommes pas favorables à la vassalisation, à l'asservissement des départements de la Couronne, par une vision totalement pro-business. Pourquoi voulez-vous qu'on les vassalise? Parce que c'est la vérité. Parce que la coopération, c'est la vassalisation. Vous proposez de prendre la croissance et de nous laisser les nuisances. Nous ne sommes pas d'accord. Vous racontez n'importe quoi. Pourquoi voulez-vous qu'on vous laisse les nuisances? Les nuisances, c'est les déchets de chantier. Les aéroports, il y a ce projet, peut-être que vous me défendez. Non, il parle de déchets de chantier. Pas que. Pourquoi la métropole serait l'élément qui enverrait les déchets de chantier en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que vous faites du STIF? C'est une question assez intéressante. Mais ça n'a rien à voir avec les déchets de chantier. Moi, je vous pose la question. Puisque vous nous proposez une vision
intégrée de la zone dense. Qu'est-ce que vous faites du syndicat des transports d'Île-de-France? Est-ce que vous prenez la compétence transport? Est-ce que vous ne la prenez pas? Moi, je suis d'accord pour que la compétence transport soit vue à une échelle beaucoup plus importante, qui est celle de la région, parce qu'effectivement, les transports qui vont de l'un à l'autre des points de la région passent par la métropole, passent par toutes les villes de la métropole. Ça ne me gêne pas que le STIF reste régional. Ça s'appelle la complémentarité, monsieur La question, c'est est-ce que vous prenez, par exemple... Mais moi, je ne prends rien. C'est le gouvernement qui décide. Non, mais on voit bien que vous discutez avec M. Macron. C'est très clair. Et vous avez une vision constructive, pour le moins, de ce sujet-là. Non, mais il faut arrêter d'enfumer. Il faut être très clair. Est-ce que vous prenez... Vous inventez l'histoire. Mais moi, je vous pose une question. Est-ce que vous prenez... Ça a été posé, la question, et c'est important pour savoir si vous êtes solidaire ou si vous êtes intégrateur. Est-ce que vous prenez Saclay? Est-ce que vous prenez Roissy dans votre périmètre territorial? Est-ce que vous prenez Saclay? Est-ce que vous prenez Roissy? C'est une question simple. Si on doit élargir le périmètre de la métropole, il faut l'élargir à ce qui reste encore de la zone dense et que l'ancien gouvernement n'a pas intégré. C'est-à-dire, je ne suis pas demandeur d'intégrer Saclay au Roissy. Si on me propose de le faire, je l'accepterai bien entendu. Ben voilà, vous l'accepterez. Donc c'est bien ce que je dis. Vous prenez la croissance. Mais non. Vous prenez la croissance. Vous prenez tout ce qui est finalement favorable au PIB et vous nous laissez, quelque part en Seine-et-Marne, à notre triste sort de ceux qui n'ont pas le métro du Grand Paris et de ceux qui n'ont pas la croissance. Est-ce de la faute de la métropole si la croissance se développe dans les zones denses? Non, c'est pas la faute de la métropole. Mais on a en revanche, il faut organiser la croissance dans la métropole pour que vos départements puissent en bénéficier. On va terminer sur ces mots. On n'en veut pas, on a une région, elle permet de faire à la fois la croissance et la péréquation. Et merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat qui malheureusement est trop court. On avait aussi peut-être la question de l'extension peut-être vers la mer de la région Île-de-France, mais qu'on abordera donc lors d'un autre débat. Le gouvernement socialiste que M. Calfon soutenait ne l'a pas fait. Il aurait dû le faire. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet idf.france3.fr. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Très bon après-midi sur France 3. J'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études